En 476, l'Empire romain s'effondre. Cet événement va avoir l'effet d'une apocalypse en Occident. Des villes entières sont détruites, dans les siècles qui vont suivre, le commerce et l'industrie vont s'effondrer. Bref, la civilisation romaine s'éteint. Alors ça, c'est ce qu'on raconte dans les manuels d'histoire, mais en réalité, une ville au cœur de l'Italie réussit à survivre à l'effondrement de l'Empire romain. Son peuple va, pendant plus d'un siècle, faire perdurer la civilisation romaine et va même construire des édifices d'une beauté telle que cette ville est aujourd'hui reconnue comme la capitale mondiale de la mosaïque. Cette ville, c'est Ravenne, en Italie, et je m'y suis rendue pour mieux comprendre cette anomalie historique. On va donc parcourir 3 siècles d'histoire ensemble, de l'an 400 à l'an 700 après Jésus-Christ, pour retracer les événements qui ont permis à Ravenne de sortir grandi de l'implosion de l'Empire romain. Et vous allez voir, les édifices présents là-bas recèlent de pas mal d'indices sur ce qu'il s'est passé, mais aussi sur ce qu'on a voulu effacer de la mémoire collective. Mais pour commencer, revenons en arrière. L'Empire romain a pour origine Rome. Cette ville, elle est née en moins 750 avant Jésus-Christ. Ce n'était alors qu'un campement de paysans éparpillés sur 7 collines dans un coin obscur de l'Italie. 1000 ans plus tard, elle est devenue la capitale de l'une des civilisations les plus durables et puissantes qui ait jamais existé. Mais au moment de son millénaire, Rome a un nouveau rival, les Perses. Ils ont conquis en l'espace de quelques années un royaume immense et ils ne comptent pas s'arrêter là. Les Perses se font un malin plaisir de graver dans la pierre quelques épisodes de défaites romaines. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un rappel grandeur nature de la capture d'un empereur romain qui a fini ses jours humilié, servant de marchepied à son ennemi perse. Vous comprendrez donc que les Romains n'ont bientôt qu'un but, à annihiler complètement la civilisation perse. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils décident de déplacer la capitale de l'Empire pour se rapprocher d'eux. On oublie Rome, ce sera Constantinople. Mais alors, que vient faire Ravenne dans notre histoire ? La date officielle de la chute de l'Empire, c'est 476. Mais dès le début du 5e siècle, on sent que la fin approche. L'Empire devient difficile à gouverner, on décide de le scinder en deux et de partager le pouvoir entre deux empereurs. L'un aura l'Empire d'Orient, l'autre l'Empire d'Occident. C'est là que Ravenne entre en scène en devenant la capitale de l'Empire d'Occident en 402. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'Empire d'Occident. L'empereur à sa tête a une sœur qui s'appelle Gala. C'est elle qui va poser les premières pierres de la destinée de Ravenne, et elle est le premier personnage clé de notre histoire. Sa vie rocambolesque commence lorsqu'elle se fait prendre en otage. Cela se passe la nuit du 24 août 409. Des hommes appelés barbares parviennent à pénétrer dans Rome pour la piller. Et Gala va faire partie du butin dont ils s'emparent. Alors barbare, c'est le doux nom que donnent les Romains aux peuples nomades qui vivent autour de l'Empire sans appartenir à un état défini. Ces peuples, ils ont de vrais noms en réalité, on les appelle les Visigoths, les Alamans, les Francs, et leur point commun, c'est un goût prononcé pour le pillage des frontières de l'Empire. Et si on devait leur trouver une autre spécificité culturelle les différenciant des Romains, ce serait leur amour pour le beurre. Un amour pas seulement gustatif, mais aussi corporel. Ils s'en enduisaient le corps, contrairement aux Romains que cela dégoûtait, car ils étaient plus adeptes d'huile d'olive. Bref, n'oublions pas que les barbares étaient avant tout friands de pillage. Mais ce que j'ai découvert, c'est que l'objectif des barbares n'était pas toujours de piller et de détruire tout ce qui les entourait. Pour les Visigoths, Gala est une monnaie d'échange. Ils voulaient que les Romains reconnaissent officiellement leur peuple et leur procurent une terre où ils pourraient s'installer. Mais les négociations traînent en longueur, et tout ce qu'on sait, c'est que 4 ans plus tard, Gala épouse leur chef, et de prisonnière devient reine des Visigoths. Pendant la cérémonie de mariage, son mari Atulf porte une tenue de général romain. On pourrait se dire que c'était de la provocation. En réalité, il voulait certainement montrer patte blanche, parce que la majorité des barbares voulaient s'installer dans l'Empire et étaient attirés par le mode de vie romain. On a pu les accuser de vouloir détruire l'Empire, mais en réalité, ils voulaient bénéficier de son niveau avancé de civilisation, et ça, les Romains, ils l'ont bien compris, et ils vont en tirer avantage. Car la majorité des soldats romains ont été envoyés sur le front contre les Perses. Il en manque pour protéger l'Occident des pilleurs barbares.
Pour combler le vide, l'Empire propose à des communautés entières de barbares de rejoindre l'armée. En échange de quoi, ils deviennent des membres à part entière du monde romain. Et c'est un grand succès, car à la fin du IVe siècle, plus de la moitié de l'armée romaine est composée de barbares. La société romaine est en pleine mutation, elle intègre des peuples ayant d'autres traditions, et Gala, elle ne va pas cumuler très longtemps son statut de reine wisigoth et de princesse impériale, car son mari va mourir après leur mariage avec l'enfant qui était né de leur union. Les Wisigoths perdent leur chef, et Gala va finalement être rendue aux Romains. Elle a 24 ans, elle est veuve, mais ce n'est pas la fin de son histoire. À Ravenne, elle retrouve son très cher frère l'empereur Honorius, qui passe ses journées à nourrir des oiseaux au lieu de gouverner. Gala, elle se remarie, mais ensuite autour d'elle c'est un peu l'hécatombe, son nouveau mari meurt, son frère meurt ensuite, il ne lui reste plus que 2 enfants en bas âge. L'un d'eux c'est Valentinien, qui devient empereur à l'âge de 6 ans. Et c'est donc là que Gala prend le pouvoir. En devenant régente, elle se tient à la tête de l'Empire romain d'Occident pendant 13 ans, et elle va démarrer une tradition architecturale dont ses successeurs s'inspireront. Je ne sais pas vous, mais quand je pense à l'Empire romain, j'imagine des colonnes en marbre, des arènes, mais surtout une myriade de temples païens et des scènes de sacrifices aux dieux. Mais ça fait maintenant plus de 400 ans que cet homme est entré dans l'équation. Cette nouvelle foi, la foi chrétienne, est née dans les confins de l'Orient. Elle va conquérir l'Empire avec la majorité du peuple romain qui se convertit. Les chrétiens prennent le pouvoir. Et donc ce que Gala va faire édifier, ce ne sont pas vraiment des temples romains ou des colisées, mais une basilique dont il ne reste qu'un vestige aujourd'hui. En franchissant son seuil, on est accueilli par une œuvre d'art, des plafonds recouverts de mosaïques. Sachez que ma caméra ne rend absolument pas hommage à leur éclat et leur couleur. En tout cas, sous vos yeux, vous avez l'œuvre d'artisans qui sont les témoins d'une civilisation entre deux époques. Une civilisation qui va devenir pleinement chrétienne, mais qui est toujours influencée par les divinités, par les codes païens. Ici, il y a 567 étoiles, disposées en spirale presque parfaite. Le ciel étoilé, c'est un thème traditionnellement associé au culte païen, et il est ici réinterprété pour symboliser l'univers chrétien. On va le retrouver dans beaucoup d'autres représentations chrétiennes par la suite. On a aussi représenté ici un saint avec sa croix près d'un gril ardent, et plus loin un cabinet renfermant les 4 évangiles. Tous ces thèmes bibliques baignent encore dans une ambiance romaine et païenne. Cet endroit, il marque en Occident la fin de la construction d'édifices du pur style gréco-romain et le début d'une période nouvelle avec l'art paléo-chrétien, soit l'art du début de la chrétienté. Mais si je vous parle de tout ça, c'est pour qu'on se pose une question. Pourquoi c'est si significatif que Gala ait pu faire construire cet édifice? Eh bien parce que Ravenne était à 2 doigts de se faire raser à cause de sa fille, ou plutôt à cause de l'homme le plus dangereux de l'époque. Et là, on parle d'un autre type de barbare. On n'est aucunement en présence d'un homme et plus largement d'un peuple qui cherche à coopérer avec l'Empire ou serait intéressé par le mode de vie romain. On a affaire aux Huns, et plus précisément à Attila, qui est devenu leur chef après avoir assassiné son frère qui était censé hériter du trône. Alors ce n'est pas pour cette raison que les Romains craignent Attila. L'assassinat c'était une pratique très courante et pleinement assumée chez les dirigeants romains. C'est seulement qu'Attila était passé maître dans l'art de faire chanter les Romains, menaçant de mettre à sac leur empire si on ne lui versait pas d'argent. La priorité depuis 10 ans du général en chef de Ravenne, c'était donc de le couvrir d'or en échange de la paix. C'est sans compter sur la fille de Gala qui ne brille pas par son excellence diplomatique. Honoria a 32 ans et elle n'est toujours pas mariée. À une époque où le rôle politique d'une femme implique grandement le choix d'un époux, c'est un problème. Mais ce n'est pas tout. Elle se fait prendre en flagrant délit avec un de ses serviteurs, son frère va donc lui imposer un mariage ennuyeux avec un sénateur. Honoria devait avoir un petit caractère de rebelle, et elle a dû se dire « Eh bien, si c'est comme ça, qu'ils aillent tous se faire voir ». En 449, elle envoie un de ses serviteurs auprès d'Attila. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Qu'il vole à son secours, et pour donner plus de poids à son message, elle ajoute une bague. Ce que Attila va interpréter comme une demande en mariage.
Épouser une princesse impériale pourrait lui apporter au moins la moitié des provinces occidentales en dot. Alors forcément, il se déclare fiancé à Honoria, il réclame ses terres, on refuse évidemment d'accéder à ses demandes. Attila décide donc de marcher sur la Gaule avec ses alliés. En 451, il écrase une coalition romaine et ses 175 000 soldats, une défaite qui a fait un peu de mal à l'Empire. Pour autant, Attila n'arrivera jamais à Ravenne délivrer sa promise. Il va mourir avant, paisiblement, dans son lit. Bon, certains disent pas vraiment paisiblement, il serait mort assassiné dans son lit par une énième femme qu'il venait juste d'épouser. Mais passons. Ravenne est donc épargnée, et à la suite de Gala, d'autres édifices sont construits. Il y a par exemple des baptistères, le lieu où les chrétiens se font baptiser. Mais l'un de ces baptistères porte le nom étrange de baptistère des Ariens, et ça m'a intriguée. Qui sont les Ariens? Alors pas ceux auxquels vous venez de penser. En fait, il n'y a pas que les Romains qui vont être touchés par la révolution spirituelle lancée par Jésus. Les barbares aussi vont être séduits par le christianisme, et ils vont en créer leur propre version. Parce que oui, durant les 300 premières années de son existence, ce que christianisme voulait dire ne faisait pas consensus. On débat sur qui est Jésus, qui est Dieu, il n'y avait pas une interprétation définie du message christique qui prenne le pas sur les autres. Plein de communautés vont donc construire leur propre version de la religion chrétienne. Les Francs vont par exemple choisir le catholicisme qui aura un assez grand succès comme vous le savez. D'autres communautés créeront des églises qui auront moins de succès, et c'est le cas du peuple Go. Un certain Ulfila s'est déplacé jusqu'à eux pour leur prêcher la bonne parole. C'est un peu la version Go de Moïse. Il va leur proposer une variante du christianisme qui est l'arianisme. Les Goths sont séduits et se convertissent pour devenir chrétiens ariens. Mais ces nouvelles versions de la croyance chrétienne ne vont pas plaire à tout le monde. Le christianisme devait être compris d'une seule manière. Des évêques s'insurgent. Et avec le soutien de l'Empire, ils vont réussir à se mettre d'accord et définir la doctrine officielle de la religion chrétienne, la vraie foi qu'ils appellent l'orthodoxie. Pour marquer le coup à Ravenne, on se lance dans l'édification d'une basilique, dont il ne reste qu'un bâtiment annexe aujourd'hui, le baptistère des orthodoxes, richement décoré par des mosaïques. Les évêques imposent la vraie foi à suivre, et toutes les croyances qui ne correspondent pas à cette doctrine orthodoxe vont être jugées hérétiques et condamnées. Ça va être le cas des chrétiens ariens. Mais alors si les ariens sont jugés hérétiques, comment ont-ils pu construire un baptistère ici, à Ravenne? Qui avait assez de pouvoir pour faire construire un tel édifice au cœur de l'Empire? Un évêque dissident, il aurait été démis de ses fonctions. Un empereur, encore plus improbable. Et quand j'étais à Ravenne, autre chose m'a intriguée. Parmi les œuvres présentes là-bas, certaines mosaïques semblaient avoir été grossièrement modifiées. Un endroit avait été recouvert de tesselles dorées, et à un autre endroit, eh bien, on a visiblement voulu effacer l'histoire qui était racontée. On est maintenant à la fin du 5e siècle. L'Empire a accordé l'autonomie et des postes de commandement militaire à des barbares et va perdre petit à petit l'emprise sur son territoire. C'est le début de la chute de l'Empire en Occident. L'Afrique du Nord, la Gaule, l'Hispanie se transforment en une multitude de royaumes avec à leur tête des peuples chrétiens barbares. Et en 476, c'est la chute de Rome. Le dernier empereur qui vivait à Ravenne est déposé. Ne reste qu'un empereur en Orient préoccupé par d'autres problèmes. L'empire d'Occident romain n'existe plus, et c'est le début d'un âge de ténèbres. Alors ça, c'est ce qu'on raconte dans les manuels d'histoire à l'école, mais est-ce que c'est vraiment le cas dans la réalité? Eh bien si je me téléportais en l'an 500 et que je demandais à des gens à Ravenne si l'Empire s'était effondré, ils n'auraient pas compris la question et m'auraient répondu « ben non ». Le peuple continue en fait sa vie comme si de rien n'était. À Rome, le Sénat continue de se réunir, les consuls à être nommés et les courses de chars à se dérouler. À Ravenne, c'est la même chose, et c'est même à partir de cette période qu'on y construit les plus beaux édifices. Derrière ce calme et cette continuité politique apparente se cache une vérité un peu plus surprenante. Un nouveau gouvernant s'est installé,
un roi barbare qui va régner comme un empereur romain. Il s'appelle Théodoric et son histoire commence par une prise d'otage. Théodoric est le fils d'un roi ostrogoth. Il grandit à une époque où les barbares commencent à convaincre les empereurs romains qu'ils se battraient comme alliés à leur côté. Pour faire respecter l'un de ces accords, l'oncle de Théodoric l'envoie vivre à Constantinople. Théodoric, il a alors 8 ans, et il ne va pas passer des vacances à Constantinople, il est un otage. Il ne le sera pas pendant quelques jours, il le sera pendant 10 ans. Il n'est pas le seul otage, il vit parmi d'autres fils de dignitaires barbares qui le sont aussi. Les Romains élevaient ces jeunes et partaient du principe que les éduquer à la romaine allait pouvoir les modeler à devenir des alliés de l'Empire quand ils seraient adultes. Parmi ces jeunes déracinés qui n'avaient pas accès à des heures de consultation psychologique, il y en a qui deviennent un peu fous. Mais Théodoric garde la tête froide. Et c'est un homme nouveau quand il rentre chez lui à 18 ans, il parle couramment le grec et le latin, et va succéder à son père en devenant le roi des Ostrogoths. Il va aussi s'avérer être un chef militaire d'exception, et l'empereur romain d'Orient Zénon va en profiter. Il fait appel à lui pour mener plusieurs batailles en son nom, et lui donne en guise de reconnaissance des statuts honorifiques. Pour autant, Théodoric, il n'est pas devenu une marionnette au service de Zénon, il n'a rien perdu de son identité barbare. Son objectif est de trouver des terres pour installer son peuple, et tout en collaborant avec l'Empire, il continue ce qui pourrait s'apparenter au sport national des barbares, piller l'Empire. Et pendant ce temps-là, à Ravenne, un nouveau gouvernant s'est installé, un autre roi barbare. Mais l'empereur Zénon va commencer à le trouver gênant et va proposer à Théodoric de le chasser et de gouverner à sa place en Italie. Théodoric ne se fait pas prier, il prend d'assaut la ville et plante lui-même son épée dans le corps de l'usurpateur. Théodoric sort donc vainqueur. Il a 40 ans, il vient de conquérir Ravenne, il y installe son peuple, et son long règne en tant que roi d'Italie commence. Alors, quel type de royaume est-ce qu'il va mettre en place? Eh bien, je crois qu'on en a un premier indice avec cet édifice. C'est le baptistère des Ariens dont je vous parlais plus tôt. Théodoric, il est arien, et le peuple goth arrivé à ses côtés l'est aussi. Ils vont avoir besoin d'un lieu de culte distinct des autres chrétiens. Théodoric va donc se lancer dans l'édification d'églises ariennes, dont ce fameux baptistère. Et quand on pénètre à l'intérieur et qu'on admire son plafond, on se demande bien ce qu'il a d'arien. On croirait voir une copie du baptistère des orthodoxes. Ces ressemblances, elles reflètent assez bien la façon dont les Goths ariens vont se fondre dans la masse de la population locale à Ravenne. Les Goths sont en minorité parmi une majorité romaine, et Théodoric ne chercha jamais à imposer son culte à l'ensemble de ses sujets. Il ne va pas chercher à créer un empire goth, ni même à rivaliser avec Constantinople, et je me suis demandé pourquoi. Il y a certainement différentes raisons, et la première est stratégique. Théodoric, il a grandi dans le monde romain, il a pu voir l'art de la gouvernance impériale à son apogée lorsqu'il vivait à Constantinople. Quand il conquiert Ravenne, il est face à un peuple qui baigne dans la civilisation romaine depuis plusieurs générations, alors il n'aurait pas fait long feu s'il avait commencé à persécuter ce peuple. Il va plutôt appliquer ce qu'il a vu et appris dans son enfance en vivant à Constantinople. La seconde raison, c'est que la civilisation romaine fait rêver les barbares. Pour certains, la quête ultime de l'époque, c'est de devenir empereur romain, ou faire que sa descendance le devienne. Alors gouverner l'Italie, c'est un peu se rapprocher de ce rêve pour Théodoric. Il va d'ailleurs insister lourdement pour qu'on lui envoie les insignes impériaux. À Constantinople, on va au bout d'un moment daigner lui envoyer le pourpre, le vêtement qui symbolisait le pouvoir impérial. Dans les faits, Théodoric ne va jamais avoir les pleins pouvoirs comme l'aurait eu un vrai empereur romain, mais il va en donner la parfaite illusion. Bon, il se garde le privilège de quelques excentricités go, comme sa coiffure très peu romaine et encore moins impériale. Mais comme tout empereur digne de ce nom, il va se lancer dans des travaux d'embellissement de sa ville de résidence. Il fait construire un édifice plus grandiose encore que ce qui existe alors à Ravenne, avec cette basilique dédiée au Christ. Et on a ici encore affaire à de la mosaïque. À l'origine, son plafond était recouvert de mosaïques dorées, l'ensemble devait donc être infiniment plus grandiose qu'aujourd'hui. À l'intérieur, il fait représenter des moments de la vie de Jésus, histoire de nous rappeler qu'il est peut-être arien, mais avant tout chrétien.
Et les endroits qui m'ont le plus impressionné, ce sont ces longues processions de saintes et de saints des deux côtés de la basilique. Ces représentations vont inspirer bien des artisans et mosaïstes partout dans le monde. Mais un élément m'a particulièrement tapé dans l'œil, ce sont ces petits rois mages et leur démarche chaloupée. Je me suis d'ailleurs rendu compte que ce thème était particulièrement populaire parce que je les ai vus repris sur plein d'autres œuvres à Ravenne, parfois sur des œuvres bien plus récentes. Je me suis même demandé s'il s'agissait de la première représentation de roi mage à bonnet phrygien du monde. La réponse est non. La plus ancienne, c'est celle-ci, mais les rois mages de Théodoric, ils ont plus d'allure à mon avis. Bref, on ne les quitte pas de sitôt, je vous garde un easter egg pour la fin de la vidéo. Dans sa basilique, Théodoric fait aussi représenter Ravenne en illustrant son port pour marquer l'importance de sa ville de résidence et des réseaux commerciaux qui la relient à l'Orient. Il faut dire que pendant son règne, il va mener à Ravenne et aux alentours beaucoup de travaux de restauration d'aqueducs, d'égouts et de thermes. Il va faire ainsi perdurer le génie de la civilisation romaine. Il agrandit également sa résidence royale, ici c'est son palais qui est représenté et plus largement sa cour. Il va confier la défense de son territoire à ses guerriers goths tout en faisant également appel à des commandants romains chevronnés. Sa cour va aussi attirer les plus grands intellectuels de son époque, comme le philosophe Boès qui devient son ministre et Casiodore son conseiller. Alors qui sont ces gens, me direz-vous? J'y viens. En fait, avec la chrétienté qui prend le pouvoir un peu partout, les gens qui veulent étudier, apprendre, vont de plus en plus être dirigés vers les textes saints, donc les évangiles et tous les textes qui traitent de théologie. On va perdre peu à peu de l'intérêt pour les textes dits classiques, ceux écrits par Aristote, Platon, Pythagore, tous les textes grecs antiques. Et Boès et Casiodore, ils vont être parmi les derniers Romains à étudier et traduire ces auteurs, jouant un rôle majeur dans la survie de la culture classique en Occident, et ils sont aussi les principaux conseillers de Théodoric. Donc il n'est pas si barbare que ça, le Théodoric. Il démontre à quel point un roi ostrogoth peut parfaitement mener sa barque en tant qu'empereur romain. Il va développer une politique de diplomatie réfléchie, il va épouser la sœur de Clovis, il arbitre des conflits entre les Francs et les Visigoths, bref, il représente la plus grande puissance en Occident, et jusqu'à la fin de sa vie, il va jouer son rôle d'empereur à la perfection. Pour recueillir son tombeau, il est allé jusqu'à se commander un mausolée surmonté d'un dôme, l'architecture typique des mausolées des empereurs romains qui l'ont précédé. À sa mort en 526, Théodoric avait régné en maître sur l'Italie plus longtemps qu'aucun autre empereur romain, à l'exception du plus illustre d'entre eux, Auguste. Et il va laisser sa place à sa fille Amalasunthe pour diriger l'Italie en tant que reine et chrétienne arienne. Mais alors je n'avais toujours pas résolu l'énigme de ces panneaux ornés de mosaïques dorées. Il ne s'agit pas ici de l'œuvre originale datant de l'époque de Théodoric, quelqu'un a délibérément effacé et recouvert l'illustration. On sait aujourd'hui qu'à l'origine, c'est Théodoric qui était représenté ici dans son palais, il recevait de chaque côté de son trône les acclamations de ses sujets. C'est plus tard qu'on juge impensable de laisser la moindre preuve d'une gouvernance barbare et arienne en Italie. On efface toute présence d'ego, on place des rideaux, mais si on scrute avec attention la mosaïque, on peut repérer quelques détails qui sont des testaments de l'œuvre originale. Maintenant, il y a deux questions que je me pose. Qui a effacé le Passego à Ravenne? Mais surtout, si les traditions romaines ont perduré sous Théodoric en Italie, eh bien, quand est-ce que Rome et Ravenne sont tombés dans les ténèbres? C'est le dernier monument paléochrétien de Ravenne qui a survécu jusqu'à nous, certainement aussi sa basilique la plus remarquable et celle qui m'a mis la plus grande claque de beauté. Voici la basilique Sainte-Vitale. On y voit des personnages célèbres et on pourrait se demander pourquoi elles y sont représentées, car elles n'ont jamais mis les pieds à Ravenne. Il s'agit de Justinien et Théodora. Justinien, il est empereur à Constantinople, tout le cérémonial de la cour d'Orient est illustré, lui et sa suite de courtisans et d'évêques. Et alors Justinien, il a une obsession, restaurer l'Empire romain dans toute sa gloire, récupérer l'Occident, car pour lui un roi arien en Italie, c'est tout simplement inacceptable. C'est un affront à Dieu.
Il va donc faire appel à l'un des meilleurs généraux de l'histoire de l'Empire romain, j'ai nommé Bélicère. Bélicère va donc se rendre en Occident avec pour mission de reconquérir les anciennes terres romaines de l'Empire. Facile pour lui, il envahit Rome et Ravenne et parvient à reprendre l'Italie au go. Alors, est-ce qu'on assiste au meilleur comeback de l'histoire? Eh bien, l'Italie n'avait jamais cessé d'être romaine, donc si de nombreuses personnes accueillent à bras ouverts ce renouveau justinien, beaucoup d'autres désespèrent de l'appauvrissement et du chaos engendré par ce soi-disant renouveau. Car au cours des 2 décennies qui suivent, la lutte sanglante menée par Bélicère pour renverser les Ostrogoths entraîne la lutte de tous les sénateurs, et durant l'hiver 550, un dépeuplement complet de Rome. Depuis sa fondation, Rome n'avait jamais été aussi vide, aussi abandonnée au marécage. Alors ce dépeuplement, il est temporaire, mais tout de même, l'Italie a été plus dévastée par les Romains qu'il ne l'avait jamais été par les barbares. Et Justinien ne parviendra jamais à restaurer l'administration impériale dans toutes les régions de l'Italie reconquises par Bélicère. En fait, le seul endroit où l'administration impériale va être restaurée, c'est à Ravenne. Et dans l'ancienne capitale, ça s'agite. Les églises que Théodoric avait érigées au nom de l'arianisme vont être converties au culte catholique. C'est là qu'on enlève toute trace d'un passé arien, contenu jugé hautement offensif, et qu'on recouvre les représentations de Théodoric. On remplace même ce portrait, dont on suppose qu'elle devait le représenter aussi, pour le transformer en portrait de Justinien. Le culot. La basilique de Saint-Vital a commencé à être édifiée sous le règne des Ariens et va être terminée au moment de la reprise de Ravenne. Si on ne sait pas avec certitude qui a commandé ces mosaïques, on sent avec clarté que l'intention était de concurrencer la basilique de Théodoric et qu'on a voulu mettre en avant la puissance de Constantinople. En plus de Justinien, il y a aussi l'impératrice Théodora qui est représentée avec sa suite de dames de compagnie. La présence de figures politiques et laïques dans une église est inhabituelle, mais ce qui est d'autant plus frappant ici, c'est que le périmètre de l'autel, c'est normalement l'espace interdit aux femmes. Et là en plus, on ne parle pas de n'importe qui. Théodora a un passé sulfureux. Elle est née dans une famille d'artistes de cirque, elle aurait été une courtisane et prostituée avant d'épouser Justinien, ce qui va évidemment faire jaser la cour, mais elle est finalement devenue une pieuse chrétienne. Et selon un historien peu fiable de l'époque, vers la fin de sa vie, elle décide de lutter contre la prostitution. Elle fait fermer les maisons de passe et rachète les prostituées pour les installer dans un ancien palais transformé en couvent. Résultat, les filles trouvèrent ce mode de vie si ennuyeux que la plupart se jetèrent du haut du palais plutôt que de se faire nonnes. Sacré duo impérial représenté dans cette basilique. Basilique qui représente donc 2 choses. Ravenne est retombée dans le giron de l'Empire, mais aussi que l'Empire en lui-même est en train de changer. On peut voir sur ces mosaïques que la mode des toges et uniformes militaires des empereurs de l'Antiquité est terminée. Désormais, ça sent bourgeoise. On a des habits de cour colorés, brodequins rouges, étoffes de soie. Les empereurs romains vont de moins en moins risquer leur vie sur le champ de bataille. Ils ont donc un sens de l'apparat plus poussé. Et d'ailleurs, si on zoome là sur la robe de Théodora, ou le easter egg, ce serait pas nos petits rois mages là? Et donc cet embourgeoisement marque l'évolution de l'Empire romain en Orient. Les historiens aujourd'hui l'appellent Empire byzantin. Une nouvelle période s'ouvre pour Ravenne. La ville devient le bras droit de l'Empire byzantin pendant les 2 siècles qui vont suivre, et c'est un nouveau type de gouvernement qui s'y installe, pas de barbares ariens cette fois, mais un exarcat. En gros, on met un officier de l'armée à la tête du gouvernement et on le change régulièrement pour éviter qu'il devienne gourmand et trop indépendant. Pendant 200 ans, c'est donc 18 officiers qui vont se succéder. Ce système va permettre à la civilisation romaine de survivre à Ravenne. Mais autour d'elle, c'est la déchéance. Les villes d'Italie du Nord deviennent des cadavres selon un évêque. Rome est appauvrie par des sièges répétés, en contraste flagrant avec Ravenne qui prospère, même si c'est la fin de la construction d'édifices à mosaïque. Et au 7e siècle, différents envahisseurs étendent leur territoire autour d'elle.
Les Lombards envahissent l'Italie et plus tard ce sont les musulmans qui menacent l'Orient et l'Empire byzantin. Ravenne va réussir à tenir jusqu'en 751 loin de ses envahisseurs, mais cette date va marquer sa conquête par les Lombards. Elle va donc peu à peu perdre son héritage et sa manière de vivre à la romaine. Mais attention, nouveau rebondissement. À peine 20 ans plus tard, Charlemagne affronte les Lombards et récupère leur royaume. Et quand Charlemagne visite Ravenne, il a visiblement dû être ébloui par la beauté des édifices présents là-bas, parce qu'il va prendre la décision d'embarquer les colonnes de marbre et les chapiteaux des palais de Théodoric et Gala. Il va même emporter une statue équestre que Théodoric avait fait installer en face de son palais 300 ans plus tôt. Et qu'est-ce qu'il fait de tout ça? Eh bien c'est l'ironie de l'histoire, il est obsédé par une chose, faire revivre l'Empire romain. Et alors, pour régner comme un empereur romain, il commande un palais à la mesure de ses ambitions qu'il construit à Aix-la-Chapelle, et pour ça, il prend pour modèle l'architecture éblouissante non pas de Rome, mais de Ravenne. Et il garnira son palais de tous les éléments qu'il y avait piochés. Après ce moment de gloire à la fin de l'Empire, Ravenne a ensuite repris son statut de ville anonyme. Et en parlant d'anonymat, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on soit incapable de donner ne serait-ce qu'un seul nom d'une personne qui a travaillé sur ces mosaïques. Quand j'étais à Ravenne, j'ai pu voir des archéologues creuser les sols pour découvrir de nouveaux indices qui permettraient d'éclairer davantage la période où je viens de vous parler, qui était loin d'être un âge de ténèbres. Car ce que beaucoup d'historiens et archéologues ont appelé chute et effondrement vampiro-romain, ce sont des concepts de plus en plus remis en question. Ravenne n'est en fait pas la seule ville dans l'Ancien Empire à avoir fait perdurer la civilisation romaine. Dans de nombreux endroits, il n'y a pas eu d'effondrement soudain et d'apocalypse. Et à mon sens, Ravenne, c'est la ville qui l'illustre le mieux, car quand on regarde Ravenne sous Théodoric, on se dit que la civilisation romaine n'a jamais été aussi vivante. C'est donc la fin de cette première vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les pistes d'amélioration que vous avez pour la suite et tout simplement me souhaiter la bienvenue sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner puisque là ce n'était que la première enquête et que beaucoup d'autres arrivent.